C'était une première dans cette Afrique francophone qui venait tout juste d'accéder à l'indépendance. Une intervention militaire française visant non pas à venir en aide à un pays en proie à une agression extérieure, mais à permettre à un dirigeant mal en point de récupérer son pouvoir. Et donc, une ingérence armée de l'ancien colonisateur dans la vie politique d'un État en principe indépendant. Une première, mais pas une dernière. C'était en 1964 au Gabon. Le président Mba, renversé par un putsch militaire, a donc récupéré le pouvoir grâce aux paras-français. Une manière pour le général de Gaulle et son fidèle Jacques Foccart, grand Manitou de la politique africaine de la France, de rassurer les autres dirigeants de notre précaré. Menacés d'être déposés par leurs opposants, ils pourraient toujours compter sur la main armée de la France. Et c'est ainsi que l'on a découvert que notre pays et certaines de ses anciennes colonies étaient liés par des accords secrets, accords qui permettaient ce genre d'intervention militaire. Néocolonialisme ou défense de nos intérêts économiques et stratégiques menacés par des rivaux étrangers, ou bien les deux. Monsieur X revient sur cette curieuse mais exemplaire histoire au fort parfum Barbouzard. Je voudrais commencer par l'histoire d'une gaffe. 6 mois avant l'affaire gabonaise, le Congo voisin connaît des troubles. C'est-à-dire le Congo-Brazzaville, hein? Oui, enfin notre Congo, si j'ose dire. Notre Congo. Donc là-bas, depuis l'indépendance, le chef de l'État est l'abbé Fulbert Yulu, un prêtre excentrique qui n'hésite pas à arborer des soutanes roses, ou bleues d'ailleurs, confectionnées par de grands couturiers et qui, par ailleurs, aime beaucoup la fréquentation des jeunes et jolies femmes. Ah, ouais. Le 15 août 1963, la rue congolaise, lasse de ce président d'opérette, le renverse. À Brazzaville, notre ambassadeur avertit aussitôt Paris. Que faire? Justement, que pouvait-on faire? La France disposait là-bas d'une petite garnison et de quelques chars. Prévenu, le général de Gaulle, qui se trouve alors en vacances à Colombey, essaie d'abord de charger Foccart de régler cette délicate question. Celui-ci est parti pêcher en mer. Il est injoignable. Le président français se retourne alors vers l'ambassadeur. Le diplomate, manifestement inquiet, lui affirme que si la troupe française intervient pour mater l'insurrection, il y aura des milliers de morts. Des milliers. En conclusion? L'abbé Fulbert Yulu est abandonné à son triste sort et les insurgés congolais triomphent. Et vous savez sans doute que quelques mois plus tard, le SDEC montra une véritable opération de commando pour libérer l'abbé et l'exfiltrer. En tout cas, le général est furieux. D'autant que, manifestement, l'ambassadeur a exagéré le risque d'une intervention armée. Et bien que le locataire de l'Élysée n'ait guère eu de sympathie pour Fulbert Yulu, il considère que dans cette affaire, la France a été humiliée. Parce que l'abbé était notre homme au Congo, c'est ça? En effet, oui. Et de Gaulle, après avoir enguirlandé Foccart, est bien décidé à ne pas laisser se renouveler une telle mésaventure. Alors, le Gabon, maintenant. Là-bas, c'est Léon Mba qui est au pouvoir. Un ami de la France. Ah oui, un fidèle même. Songez que Mba n'a accepté l'indépendance de son pays qu'avec regret. Pourquoi? Il aurait préféré que le Gabon devienne un département français. Et quand on lui a fait comprendre que cette solution était impensable, il a voulu adopter pour son pays le drapeau tricolore. Un drapeau qui ne se serait différencié d'une autre que par l'apposition d'un dessin représentant l'arbre national, l'Okoumé. Sur notre drapeau, non? Oui, mais là encore, Foccart lui a déclaré que c'était impossible. Et Mba s'est incliné? Il a piqué une grosse colère, mais il a fini par accepter. Forcément, Foccart, pourtant plus jeune que lui, était devenu une sorte de parrain pour ce dirigeant gabonais. Un parrain et un ami. Sa vie durant, Foccart n'a cessé d'entretenir des relations très amicales et même affectueuses avec ses dirigeants africains qui le recevaient régulièrement chez lui, dans sa maison de Luzarches. Alors, avant de poursuivre, un mot peut-être sur ce Léon Mba. Il était né au début du XXe siècle au sein d'une importante ethnie du pays, les Fang. Il a d'abord fait ses études chez les bons pères de la mission catholique, puis son brevet élémentaire en poche. Il est devenu successivement employé de magasin, commis des douanes et exploitant forestier, tout en militant dans les mouvements progressistes de l'époque. C'est ainsi qu'il est nommé chef de canton. Là se situe un curieux épisode. Mba est arrêté. À cause de ses activités politiques? Pas du tout. Selon certains, le jeune homme aurait commis un détournement d'argent, mais selon d'autres, ce serait beaucoup plus mystérieux. C'est-à-dire? Léon Mba pratiquait un culte traditionnel, le Bwiti.
Le bouitisme, c'est d'abord une croyance, mais aussi une puissante secte africaine. Et c'est d'ailleurs en s'appuyant sur le bouti et ses sorciers que Mba concevra en partie son ascension politique. Quoi qu'il en soit, le jeune homme aurait été arrêté parce qu'il aurait commis un crime rituel. Mais il n'y a rien de sûr, là. Alors je poursuis. Condamné à 3 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour, Mba est transféré dans ce qu'on appelle l'Ubangi-Chari. Mais c'est la République centrafricaine d'aujourd'hui. Hein. C'est ça. Ouais. Et après une remise de peine, il revient chez lui au Gabon, tout juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ses amis lui font un triomphe. Ah ouais. Et c'est à partir de ce moment que Mba commence sérieusement à penser à son avenir politique. Et il fonde un parti, le BDG, Bloc démocratique du Gabon. Un mouvement interafricain qui adhère aussitôt au Rassemblement démocratique du futur président ivoirien, Houphouët-Boigny. Un parti qui est alors franchement de gauche, hein? Oui, et qui flirte même avec le communisme. Seulement, Mba se découvre un sérieux rival. Qui Jean-Hilaire Obam, originaire lui aussi de l'ethnie Fang. C'est un personnage charismatique qui est élu dès 1946 député de l'Assemblée nationale française. Il a donc une longueur d'avance. Eh ben, en effet. Et sans entrer dans les détails, la vie politique gabonaise avant et tout de suite après l'indépendance va être rythmée par la rivalité entre ces deux hommes. Et c'est quand même Mba qui va triompher. Et qui deviendra donc le premier président de la République gabonaise. Et pour autant, Obama ne renonce pas et reste en embuscade. Alors, venons-en maintenant aux événements qui nous intéressent aujourd'hui. Un seul mot auparavant. Au fil des années, malgré le multipartisme, les tendances autocratiques de Mba n'ont fait que croître. Ainsi, le président n'hésite pas à se faire justice lui-même. Il frappe, par exemple, ceux qui lui manquent de respect. Et lui-même. Oui, il utilise ce que les colons appelaient la chicotte. Oui, je crois, un gros bâton dont il se servait pour châtier les indigènes. Et il arrive parfois à Mba, si un passant ne l'a pas salué lorsqu'il passe en voiture, de s'arrêter et de bastonner l'insolent. En d'autres occasions, il s'amuse à jeter d'autres impudents dans le coffre de son auto présidentiel et de circuler ainsi dans Libreville. Curieux amusement, hein? Oui, je suis d'accord, mais enfin, toutes ces marques de despotisme finissent par hériter les Gabonais. Mba, qui n'est pas un imbécile, finit par s'en rendre compte. Et pour reprendre les choses en main, il dissout l'Assemblée nationale en février 1964 et décide de provoquer rapidement de nouvelles élections avec une campagne électorale la plus courte possible. Oui, il veut accroître son pouvoir et surtout empêcher l'opposition de s'exprimer. C'est certain. Ça, hein. En fait, Mba, gagné par la folie des grandeurs, veut régner en maître absolu sur son pays. Et en même temps, il procède à une sévère épuration dans l'administration. Mais dans l'ombre, un putsch se prépare. Alors, qui se trouve derrière ce complot-là? De jeunes officiers, dont certains, et c'est important pour la suite de cette histoire, ont été formés en France. Et dans la nuit du 17 au 18 février 1964, ces jeunes gens passent à l'action. Une action parfaitement non violente. Aucun coup de feu n'est tiré. Les rebelles s'emparent donc de quelques lieux stratégiques, dont la radio, bien sûr, et arrêtent Mba, qu'ils vont justement obliger à prononcer une allocution radiodiffusée où il reconnaît sa défaite. Et c'est toute l'armée qui bouge? Non, la majorité de cette jeune armée, qui ne compte que quelques centaines d'hommes, reste dans les casernes. Et ce n'est pas très étonnant, car elle est encadrée par des officiers français. Ouais, effectivement, ils sont surveillés. Et la population, alors? La rue reste calme. Et pour tout dire, on a l'impression que le putsch a réussi. C'en est fini, semble-t-il, du régime policier de Mba, comme disent les insurgés à la radio. En outre, ces officiers, lieutenants ou sous-lieutenants, sont à peu près certains que Paris demeurera passif. Oui, à cause du précédent du Congo. Oui, donc ils sont sereins. Toutefois, ils conseillent aux militaires français qui se trouvent sur place... ces officiers-là qui encadrent la petite armée gabonaise, là. Oui, donc ils demandent à ces assistants techniques, comme on les appelle, de ne pas s'immiscer dans une affaire qui ne regarde que les Gabonais. La journée du 18 février est donc très calme. Un comité révolutionnaire est constitué et, en fin d'après-midi, la radio annonce la formation d'un nouveau gouvernement placé sous l'autorité d'un civil, Jean-Hilaire Obam. Ah oui, le sempiternel rival de Mba. Tout à fait, oui. Et Mba, justement, alors, que devient-il? Il est prévu de le placer en résidence surveillée au fin fond du pays. Mais les routes étant très mauvaises, il est conduit à Lambaréné, pas très loin de Libreville, la capitale. En tout cas, ce calme est trompeur. Car à Paris, où l'on a très vite été alerté par l'ambassade, on a déjà décidé d'agir. Qui, le général de Gaulle? Et son principal conseiller, Jacques Foccart.
le président français a décidé qu'il convenait de rétablir rapidement la légalité au Gabon. Ouais. Et donc d'intervenir militairement. Oui, quoi. oui, car nous avons passé des accords secrets avec le Gabon. Il convient donc de remplir nos engagements. Toutefois, il y a une grosse difficulté. Au terme de ces accords, c'est le chef de l'État gabonais qui doit demander l'aide française via notre ambassadeur. Or, le président est aux mains des rebelles. Il va donc falloir inventer au plus vite un subterfuge qui donnera une apparence de légalité à l'intervention des parrains français. Dans un chapitre des dossiers secrets de l'Afrique contemporaine, l'historien guinéen Ibrahima Baba Kaké revient sur les événements qui précèdent le putsch et l'explique. Premier acte. Par une manœuvre habile, Léomba nomme son éternel rival, Jean-Hilaire Obama, à la présidence de la Cour suprême en espérant ainsi l'éloigner de l'arène politique. Kaké poursuit. L'opposition est ainsi brutalement affaiblie et la rupture totale entre les deux leaders est inévitable. Obama redevient le grand rival des années 50. D'autant qu'il reste député. Mais le BDG, c'est-à-dire le parti du président, lors de son congrès d'août 1963, demande la démission d'Obama de l'Assemblée nationale en prétextant un cumul de fonctions. Mais ce dernier ne démissionne que de la Cour suprême. Léomba tient pourtant à faire perdre à son rival l'unique poste électif dont celui-ci dispose et ne renonce pas à parvenir à ses fins. C'est pourquoi il dissout la Chambre et convoque de nouvelles élections pour le dimanche 23 février 1964 afin de décapiter, avec toutes les apparences légales, l'opposition. Celle-ci, qui n'est évidemment pas dupe des intentions du chef de l'État, refuse de participer au scrutin qui ne saurait, estime-t-elle, être équitable. Dans les casernes, quelques jeunes officiers prêtent une attention soutenue aux événements qui se jouent sur la scène politique. La brutalité des politiciens ne leur enseigne guère à respecter une constitution dont personne ne semble se préoccuper. Les étudiants organisés dans l'Association générale des étudiants gabonais dénoncent de leur côté les brimades, notamment les amendes et les arrestations arbitraires dont sont victimes les opposants au régime Mba. Voilà le contexte politique dans lequel s'effectue le coup d'État du début 1964, destiné évidemment à prendre de court la manœuvre électorale de Léomba. Un coup réussi jusqu'à ce que les Français en décident autrement. Ces dossiers secrets ont été édités par Jeune Afrique Livre en 1989. Alors ce subterfuge pseudo-légal... Attendez. Il faut d'abord que je vous dise ceci. Obama, placé à la tête donc du gouvernement provisoire par les putschistes, est beaucoup moins naïf que ces derniers, et il a compris que les Français brûlaient d'intervenir. Alors, il prend les devants. Mais comment ? Il envoie un message à notre ambassadeur, il s'engage à protéger tous les biens des étrangers. Oui, parce que bien souvent, les interventions armées des grandes puissances sont légitimées par ce prétexte. C'est ça, oui, la protection de leurs ressortissants. Bon, c'est bien pratique. Autre initiative d'Obama, toujours dans le même sens, il envoie un autre message au secrétaire général de l'ONU. Puis, il convoque le corps diplomatique. Mais seul Paul Cousseran, l'ambassadeur français, s'abstient. Sur ordre ? C'est certain, car Cousseran éprouve de la sympathie pour Obama. Et d'ailleurs, il fera tout ce qu'il peut pour trouver une issue pacifique, y compris en engageant des négociations discrètes avec ce chef des putschistes. Ce qui, d'ailleurs, lui sera violemment reproché par De Gaulle et qui pèsera longtemps sur l'évolution de sa carrière. Mais enfin, revenons à cette recherche d'un subterfuge qui pourrait donner une apparence de légalité à l'intervention armée de la France. Mba étant empêché pour les raisons que vous savez, il faut essayer de trouver le vice-président, Paul-Marie Yembé. Parce que lui n'a pas été arrêté. Non, les mutins n'y ont pas pensé. Sans doute parce qu'ils estimaient que ce personnage falot ne représentait aucun danger. Et puis au moment du putsch, ce Yembi se trouve alors à l'autre bout du pays, dans sa province natale. Et on n'arrive pas à le joindre. C'est qui ? C'est une petite cellule qui s'est réunie à Paris dès l'annonce du putsch. Autour de Jacques Foccart, il y a là, entre autres, Maurice Robert, l'un de ses proches patrons de la division Afrique au sein du SDEC. Pierre Guillaume, ancien ministre de la Défense et qui pilote le secteur énergétique français. Guy Ponsaillet, directeur du personnel de l'UGP, le groupe pétrolier d'État, et encore un conseiller français attaché à l'ambassade du Gabon à Paris. Mais lui, s'il est attaché à l'ambassade, il pourrait peut-être
représenter le Gabon, bien qu'il soit français. Tout à fait. Mais ça ne l'autorise pas pour autant à signer une demande d'intervention. Ah ouais. Alors que Miedby est introuvable, il est décidé de rédiger une lettre antidatée. Le vice-président, quand on pourra enfin le trouver, signera plus tard. Ah, c'est donc une sorte de faux. Et dans la foulée, en parfait accord avec l'Élysée, la manière forte est aussitôt envisagée. De Gaulle aurait même parlé de reconquête. Et ça ne traîne pas. Robert et Ponsaillé s'envolent pour Dakar, où est stationné un régiment d'infanterie de marine. Et tandis qu'au petit matin, avant même le lever du soleil, des agents français présents à Libreville dégagent la piste de l'aérodrome. Un DC-8 bourré de paras a décollé de Dakar et vole vers le Gabon. Tout cela a donc été très rapide. Oui, parce qu'à Paris, on ne voulait pas laisser les putschistes s'installer et donc consolider leur pouvoir. J'ajoute que d'autres soldats français basés en Centrafrique vont rejoindre les paras de l'infanterie de marine. Alors, dans les faits, que se passe-t-il exactement là? Les premiers paras, arrivés à Libreville, sont chargés d'investir la ville et, comme disent les militaires, ils doivent la nettoyer. Ouais, c'est-à-dire en chasser les éventuels rebelles. Ou à tout le moins les neutraliser, oui. Toutefois, ils arrivent dans une ville étonnamment calme, bien que le speaker de la radio ait appelé la population à résister à l'invasion française. Et cette opposition sera très brève, car les paras ne tardent pas à la faire taire. Seuls quelques lycéens oseront braver les troupes. Mais il faut noter que l'annonce du putsch, et donc celle de la déchéance de Léon Mba, n'avait pas provoqué plus d'émotion que ça. La rue n'avait pas bougé. En tout cas, ça signifie que les militaires français n'ont pas besoin d'user de la force. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Les soldats venant de Centrafrique, à peine débarqués, sont dirigés vers le camp de Lalala, tout près de la capitale. Et c'est là que sont retranchés les principaux organisateurs du putsch. Ces jeunes officiers, là? Oui, des hommes qui ne sont pas décidés à se rendre, malgré une nouvelle intercession de l'ambassadeur de France. Une médiation, par ailleurs, inutile, car les deux civils qui sont arrivés en même temps que les troupes, Robert et Ponsaillé, ont déjà décidé de liquider l'affaire dans la journée. Liquider, y compris en utilisant la force, donc. C'est exact. Ce sont les ordres de Paris. Et Robert, l'homme du SDEC, a bien l'intention d'aller jusqu'au bout, malgré les réticences des officiers français. Ah oui, des réticences. Pourquoi ces réticences? Parce que ces militaires, non sans raison d'ailleurs, pensent qu'il suffit d'encercler le camp et les rebelles finiront bien par se rendre. Ouais, sans effusion de sang, par conséquent. Mais Robert, fort des consignes qu'il a reçues à Paris, n'est pas de cet avis. Et c'est à ce moment qu'on va assister à une scène dramatique. L'un des officiers français reconnaît à l'intérieur du camp un lieutenant gabonais qui a été son camarade de promotion à Saint-Cyr. Camarade et même ami. Le français l'interpelle et lui demande de se rendre. Il sera traité en officier. Mais l'autre refuse avec hauteur. Il dit qu'en intervenant ainsi, la France humilie le Gabon. Ce qu'il dit est vrai, parce que, en principe, le Gabon est indépendant. Ouais, alors le français insiste. Je t'ai en ligne de mire. Si tu ne te rends pas, je vais être obligé de te tuer. Et le Gabonais de lui répondre fièrement, je préfère la mort à la honte. Et l'officier français la tire effectivement? Oui, et il tue son camarade de promotion. Naturellement, ce premier coup de feu déclenche l'ouverture des hostilités et une intense fusillade. Une quinzaine de Gabonais et 2 Français sont tués. Mais c'en est fini de la rébellion et Léon Mba, libéré, peut recouvrer son pouvoir et revenir dans son palais présidentiel. Et dans les fourgons de l'armée française, comme on disait autrefois. Tout à fait. Et désormais, Foccart et les siens vont veiller au grain et renforcer leur emprise sur le petit Gabon. Plus question de se laisser surprendre. Mais se sont-ils vraiment laissés surprendre? Attends, qu'est-ce que vous voulez dire là? Je vous expliquerai un peu plus tard, si vous le voulez bien. Alors, tandis que le pouvoir se prépare à juger les putschistes, on voit arriver de nombreux Français, des spécialistes. Par exemple, un ancien policier qui s'est distingué par son zèle sous l'occupation et qui, à la fin des années 50, s'est à nouveau fait remarquer lors de la répression des révoltes au Cameroun. Ah ouais, je vois, des spécialistes de la manière forte, donc. Exactement. Et en même temps, il est décidé de créer une garde présidentielle. Donc chargé de la protection du chef d'État. Oui, car le vieux, comme on appelle maintenant Léon Mba, affirme avoir eu très peur. Et la protection de ses fétiches ne lui suffit plus. C'est le clan des Gabonais, en liaison avec les réseaux Foccart, qui va s'occuper de cette affaire. Alors, le clan des Gabonais, là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'élite des Français présents au Gabon, des gens qui dominent l'économie du pays. Au départ, ce sont essentiellement des forestiers qui font le commerce des bois exotiques. Toutefois, ceux-là vont bientôt être supplantés par les pétroliers. On en reparlera, si vous voulez bien. Et puis, sommeil à cet agglomérat des diplomates, des barbouzes,
tous en étroite relation avec Foccart. Et c'est donc alors ce clan des Gabonais, pour reprendre votre expression, qui est à l'origine de la création de la garde présidentielle. Et on fait appel à un personnage légendaire, Bob Maloubier, un baroudeur ancien des services secrets français pendant la Seconde Guerre mondiale. Un excellent tireur aussi. En tout cas, le clan se démène pour recruter des costauds, trouver des armes et des uniformes et surtout faire de cette petite troupe une unité d'élite. Mba est donc rassuré. Et il en a bien besoin. Parce que la population gabonaise, qui était plutôt restée passive lors des événements de février, commence à gronder. Alors comment expliquez-vous ça C'est exactement comme si les Gabonais prenaient soudain conscience qu'ils sont exploités par tous ces néocolonialistes qui règnent en maître dans leur pays. Alors, tout au long du mois de mars, on assiste à de violentes manifestations dans les 2 grandes villes du pays, Libreville et Port-Gentil, et le sang coule. La répression. Une répression féroce. Le clan des Gabonais veille. Mais déjà, on pense à l'avenir. C'est-à-dire Le vieux est dépassé. Il souffre des premières atteintes du cancer qui l'emportera 3 ans plus tard. Ah oui, alors il faut lui trouver un successeur. Évidemment. Et le clan croit l'avoir déniché. C'est le tout jeune directeur de cabinet de Mba. Un type qui a fait preuve d'une grande détermination lors du putsch de février. Un certain Albert Bernard Bongo. Cependant, avant de l'adouber, il faut lui faire passer quelques tests. Pierre Péan, célèbre journaliste enquêteur, a beaucoup écrit sur l'Afrique. En 1983, il publie Affaires africaines et raconte ce qui s'est passé à Libreville en 1964. Il décrit en particulier le rôle du pétrolier Guy Ponsaillé, un ancien baroudeur, un ancien de la colo, comme on disait encore à l'époque. Un homme qui va devenir l'un des membres les plus puissants du clan des Gabonais, c'est-à-dire de ces Français qui font la pluie et le beau temps au Gabon. J'emprunte ces quelques lignes à Péan. Il tente notamment, il parle de Ponsaillé, de rassurer Léon Mba, lequel ne se remettra jamais complètement de cette aventure humiliante. Ponsaillé l'accompagne notamment dans ses tournées en province où le clan lui a conseillé de se rendre pour restaurer son image parmi les populations. Mais le président, déjà malade, a désormais peur de tout, mais surtout de la mort. Il faut toute la force de persuasion de Ponsaillé pour le tirer hors de son palais, seul endroit où il se sent en sécurité. Il faut dire que ce lieu est un véritable camp retranché, bourré de militaires français. Et c'est sans doute aussi Ponsaillé qui lui a conseillé de s'exprimer à la radio. Voici un extrait de cette allocution de Léon Mba. Le coup de force du 18 février a été le fait de quelques militaires aigris, manipulés par Obama et d'autres personnalités de l'opposition. On m'a appelé le père de la patrie gabonaise. Actuellement, ce père réfléchit pour définir ce qu'il doit faire en faveur de sa famille, en faveur de ses fils, dont certains se sont également égarés. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il décidera en père, avec fermeté, mais avec justice. Avant d'en venir à la fulgurante ascension du jeune Bongo, un mot sur le procès des putschistes. Les principaux responsables militaires sont condamnés à de lourdes peines de travaux forcés. Quant à Obama, l'ennemi intime de Mba, il écope de 10 ans de prison et autant d'interdictions de séjour. Et pendant les premiers temps de sa détention, il sera battu presque quotidiennement par ses geôliers. Une vengeance. Oui. Ouais. Alors, Bongo... Comme un mot avant, si vous voulez. Les Français, je vous l'ai dit, ont opéré une véritable reprise en main. D'abord, Paris a bien sûr rappelé l'ambassadeur. C'est Paul Cousseran, et un nouveau diplomate est nommé. Mais cet ambassadeur, un homme de la vieille école, ne plaît pas à Mba. Mais pourquoi ? Il répugne à se mêler des affaires intérieures gabonaises. Mais ce qui est tout à fait à son honneur, non ? Certes, mais ce n'est pas ce que Mba attend d'un ambassadeur de France. Pour lui, ce représentant de l'ancien colonisateur doit être un conseiller, une sorte de parrain. Alors Mba s'agite, boude, vocifère, et il obtient de son ami Foccart la nomination d'un nouvel ambassadeur, Maurice Delaunay. Et avec celui-là, on ne peut pas se tromper. Pourquoi ? C'est un véritable haut-commissaire qui s'installe à Libreville. Ça tombe très bien, parce que ce très bon connaisseur de l'Afrique, qui a déjà occupé plusieurs postes sur le continent, entretient déjà les meilleures relations du monde avec les membres du clan des Gabonais. Alors j'imagine qu'on n'a pas choisi, Foccart, pour ne parler de lui, qu'on n'a pas choisi cet homme au hasard. Bien entendu. Alors, Bongo.
Je vous l'ai dit, ce jeune haut fonctionnaire a été remarqué à l'occasion du putsch. Son sang-froid, son sens de l'autorité ont frappé. Et déjà, l'homme du SDEC, Maurice Robert, et le clan des Gabonais pensent que cet homme qui n'a pas encore 30 ans pourrait bien succéder à un Léon Mba vieillissant et malade. Seulement, avant de favoriser son ascension politique, il faut s'assurer qu'il a bien les qualités qu'on lui suppose. Alors, d'où ce test qu'on va lui faire passer. Oui, et l'examinateur ne sera pas n'importe qui. C'est le général de Gaulle en personne qui va juger des aptitudes du jeune Bongo. C'est une plaisanterie, là. Pas du tout. Et ça montre qu'à l'Élysée, on accordait une grande importance au petit Gabon. Alors, oui, ça me fait rire, moi. Comment ça se passe? Eh bien, un beau jour de 1965, Mba lui dit qu'il doit aller voir le général. Lui, Bongo. Et aussitôt arrivé à Paris, le Gabonais se voit fixer un rendez-vous à l'Élysée. Et il rencontre le général. Le général qui, un peu bizarrement, lui pose de nombreuses questions. Enfin, par exemple, d'oublier sa géographie africaine, obligeant ainsi Bongo à suppléer sa mémoire soi-disant défaillante. Et alors, le jeune Bongo, là, se rend-il compte que De Gaulle teste ses connaissances? Non, et heureusement. Ce qui veut dire? Bongo est donc resté relativement décontracté. Je dis bien relativement, parce que pour ce jeune Africain, le moment était bien suffisamment impressionnant comme ça. Ouais, devant De Gaulle, ouais. Est-ce que Bongo a passé le test avec succès? Il faut le croire, puisqu'à partir de ce moment, il est réellement devenu le successeur désigné du président Mba. Désigné par la France. C'est évident. Mais il pouvait en être autrement. Tant le pouvoir gaulliste était décidé à continuer de surveiller de très près les affaires africaines. Il fallait quand même attendre la mort de Léon Mba pour que Bongo accède au pouvoir. Certes. Alors comme il fallait faire vite et que la santé vacillante de Mba lui imposait des séjours de plus en plus fréquents à Paris, là encore on a trouvé toute une série de subterfuges. Expliquez. Il faut au moins, en apparence, faire les choses légalement. Alors, dans un premier temps, Bongo est nommé ministre délégué à la présidence de la République. Dans les faits, il occupe le poste et les fonctions d'un premier ministre. Un peu plus tard, en 1966, Bongo ajoute à ses nouvelles prérogatives le portefeuille de l'information. Un secteur clé. Mais le plus difficile reste à faire. C'est-à-dire Mba, hospitalisé à Paris et qui ne retournera plus au Gabon, s'accroche à la vie. À la vie et au pouvoir. Alors, les gens de Foccart et Foccart lui-même ne cessent d'aller lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital. Ils veulent absolument obtenir que le vieux reconnaisse Bongo comme étant son successeur. Ah oui, mais Mba résiste. Car sans doute a-t-il l'impression que renoncer au pouvoir précipiterait la fin de sa vie. Toutefois, Foccart, fortement suppléé par le clan des Gabonais, s'acharne. Et finalement, on obtient une déclaration enregistrée de Mba. Recueilli sur son lit d'hôpital, donc. Le vieux annonce son intention de réformer la Constitution et de créer un poste de vice-président de la République. Ah oui, je vois, une fonction conçue tout exprès pour Bongo. Bien sûr. Alors, en toute hâte, l'Assemblée nationale gabonaise se réunit et vote cette réforme. Il est prévu que si le président venait à disparaître, son vice-président lui succéderait automatiquement. Bongo est donc sur les rails, là, sérieusement. Mais ce n'est pas encore suffisant. Foccart a imaginé une autre comédie. Une élection présidentielle anticipée. Et encore une fois, Mba cède. Flanqué de son vice-président, le vieux se présente. Les deux hommes sont élus avec une majorité écrasante. Désormais, Mba peut mourir. Il reste cependant une dernière formalité à accomplir, la prestation de serment. Pour cette cérémonie, on extrait Mba de l'hôpital et on le conduit à l'ambassade du Gabon. Et c'est un moribond qui jure de respecter la Constitution. Pas très jolie, cette danse constitutionnelle autour d'un mourant. Je suis d'accord avec vous, mais c'était le prix à payer pour installer durablement Bongo au pouvoir. Et notez-le bien, il y est toujours. Oui. Et à peine installé dans le palais présidentiel, il s'est empressé d'abolir cette disposition de la Constitution créant un poste de vice-président. Prudent, ça. Oui. Le clan des Gabonais a donc gagné. Et en parfait accord avec le nouveau président, il va continuer à exploiter les richesses du pays. Car le petit Gabon est extraordinairement riche. La forêt d'abord, et puis ensuite le pétrole. La nouvelle compagnie Elf y crée un solide empire et se dote d'un véritable service secret où l'on va retrouver quelques-uns des hommes qui ont contribué à mater le putsch de 1964. Il y a aussi de l'uranium au Gabon. C'est l'uranium qui va alimenter les futures centrales nucléaires françaises, oui. Autant dire que l'intérêt stratégique de la France pour le Gabon n'est plus à démontrer.
Ce pays devait rester une chasse gardée de Paris. Or, certains essayaient de se frayer un chemin au Gabon. À qui Des Américains. Même si cette menace a été exagérée à dessein. Pourquoi? Pour justifier après coup la nécessité de notre intervention militaire? Je le pense, oui. Ouais. Mais il est vrai que Washington venait de nommer un nouvel ambassadeur qui était un ancien de la compagnie pétrolière Mobile. Et ce n'était certainement pas par hasard. Et puis, on a prétendu que le rival de Léon Mba, Jean-Hilaire Obama, aurait reçu le soutien de l'ambassade états-unienne. Vrai ou pas, ça je ne sais pas. Mais qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage, n'est-ce pas? En tout cas, cette affaire gabonaise aura une conséquence assez extravagante. Quoi? Foccart va maintenant demander à certains dirigeants africains de signer des demandes d'intervention en blanc. Attendez, demandes qui permettront éventuellement aux forces armées françaises de rétablir au pouvoir ces mêmes dirigeants? C'est ça, oui. Dans le cas où ces chefs d'État seraient empêchés de le faire, par un putsch, par exemple. Et Foccart conservera ces précieux documents dans son coffre de la rue de l'Élysée. C'est quand même assez ahurissant. Hein. Et, voilà, alors, un dernier mot avant de nous quitter. Vous avez laissé entendre tout à l'heure que le putsch de février n'était pas tout à fait une surprise. En effet. Un Gabonais au moins avait eu vent de ce qui se préparait. Bongo, directeur du cabinet du président. Et a-t-il averti ce dernier alors? Vraisemblablement. Et l'information est remontée à Paris. Chez Foccart, non? Et alors on n'a rien fait pour prévenir le coup? Certains ont peut-être pensé qu'il y avait là une bonne occasion de se débarrasser de Mba. Un président qui devenait de plus en plus insupportable et capricieux. Et surtout, un dirigeant qui n'opposait pas une résistance suffisante face aux convoitises états-uniennes. Un dernier mot sur la curieuse personnalité de Léon Mba, premier président du Gabon. Je l'ai trouvé dans le livre de son successeur et fils spirituel, Omar Bongo. Omar parce qu'il s'est converti à l'islam. Le président gabonais raconte: un jour, je viens au palais. Je trouve des gens en slip étendus par terre. Il y avait des gardes, la chicotte à la main, qui s'apprêtaient à les frapper. J'ai dit aux gardes de ne frapper personne. Ils ont obéi. Le président s'est fâché. Nous avons eu une explication. Je lui ai dit que ça ne servait à rien. Vous avez beau les frapper, vous ne changerez pas les gens. Il s'est raisonné, finalement, les gens n'ont pas été frappés. Quant aux gardes, ils ont compris et ils ont répété ce qu'ils avaient vu. En réalité, c'était la façon un peu particulière qu'avait Léon Mba de nous apprendre le civisme. L'ouvrage de Bongo, Blanc comme nègre, un entretien avec Héry Routier, a été publié par Grasset. Puis je voudrais aussi vous parler d'un autre livre, Les 100 clés de l'Afrique, de Philippe Lémarie et Thierry Perret, chez Hachette Pluriel, qui vient tout juste de sortir.